Après de longs mois d'hiver, noyés sous les brumes de l'Atlantique, Oedic nous apparaît, étincelante et oubliée du monde. Édic, en breton, signifie le caneton. Au large des côtes du Morbihan, elle est si plate et ses couleurs sont tellement lavées par le vent et le soleil qu'elle semble flotter sur l'océan. « 3 kilomètres de long, des dunes et des landes balayées par le vent, c'est une île minuscule entourée de dangereux récifs. Les hommes y sont tous pêcheurs ou marins et n'ont d'autres ressources que celles de la mer. La vie âpre et difficile qu'on y mène est peut-être le dernier témoignage de liberté et de courage d'un monde qui disparaît. L'hiver est passé, avec ses bourrasques froides et ses matins de pluie. Mais il suffit d'une giclée de soleil pour qu'ici, le printemps ressemble à l'été. On est un peu gêné de parler de cette île que ni la mer ni le vent ne protègent. Non pas qu'Édic soit une terre de brume propice aux corrigans. Bien au contraire, c'est une île pleine de soleil, habitée de marins solides qui aiment chanter et rire. Mais elle est restée si longtemps à l'écart du continent et de toutes ses formes de progrès qu'on éprouve l'étrange sentiment de profaner quelque chose d'ancien et d'un peu mystérieux. Une histoire qui, en vérité, n'a pas d'âge. On a trouvé à Édic des vestiges de l'époque mésolithique. L'homme y vivait déjà il y a 8 ou 10 000 ans. En ce temps-là, il est permis de supposer qu'Édic était rattaché au continent par une chaîne de dunes boisées, dont l'effondrement, des dizaines de siècles plus tard, devait créer la mer des Vénètes, où les vaisseaux de César vinrent à bout de l'immense flottille bretonne. Puis, vers l'an 400, l'île sombra dans la grande nuit barbare lorsque les pillards saxons dévastèrent le littoral breton. Mais la Providence veilla, en la personne de l'un d'eux, infirme repenti, du nom de Goustan, qui connut l'infortune d'être classé bouche inutile par ses compagnons et abandonné sur un rivage. Recueilli par un ermite qui le convertit à la foi chrétienne, il devint Saint Goustan, le père et patron de Édic. Recherché par les pirates et les corsaires, Édic revint à la couronne de France et Louis XIV la fit fortifier par Vauban, ce qui n'empêcha pas les Anglais de s'en emparer 4 ou 5 fois. Elle fut la seule commune à s'être donnée au XIXe siècle sa propre constitution, dont la noblesse et la poésie font rêver. Cet ensemble, promulgué par un curé philosophe, s'appelait la Charte de Édic. On y légiférait sur tout, les droits de la cure, la coupe des fourrages, le droit de chasse, et même sur la nécessité d'interdire aux filles de moins de 30 ans de sortir de l'île, sans la permission de son recteur, car autrement, disait la loi, elles seraient bientôt gâtées. Sagesse quotidienne, esprit communautaire, c'était un monument législatif dont l'esprit demeure. Édic vit toujours à l'heure de son recteur et de ses traditions, et malgré l'électricité et la télévision, ses habitants sont toujours les membres d'une communauté qui n'a pas sa pareille. Un seul village de maisons basses, orienté vers le sud. 191 habitants, tous plus ou moins cousins. On ne trouve à Édic ni boucherie, ni boulangerie, ni épicerie, ni médecin. Rien. Mais d'inépuisables moissons d'œillets sur le bord des sentiers, l'eau bleue des plages, le cri des goélands sur la grève, et un troupeau de vaches
qui paissent en liberté et qui reviennent seuls, le soir, se faire traire. Le drame de Hédic, c'est son port. Un minuscule abri complètement ensablé. Les chalutiers ne peuvent y pénétrer et les pêcheurs doivent se contenter de tout petit tonnage qu'il n'est souvent pas prudent de risquer dans les grandes houles du large. Une simple jetée en tenaille, éventrée par les tempêtes, et que l'on ne peut atteindre qu'à marée haute, en surveillant attentivement l'alignement des amers qui indiquent un étroit chenal à travers des centaines de récifs. Alors, pour essayer de se tirer d'affaire, certains Iliens se sont mis à ratisser le goémon, l'algue des grèves, qu'ils font sécher et expédient sur le continent, certaines espèces étant recherchées pour la fabrication de produits de beauté. Merveilleuse solitude, rien d'autre que la vie mouvante et fascinante de la mer, avec la vertigineuse certitude que tout était semblable il y a 2000 ans. À basse mer, on a peine à reconnaître la côte, dans ce fantastique et hallucinant déploiement de roches et d'écueils. Au port, plus une goutte d'eau. Ici, la mer est souveraine. Elle impose et conditionne le travail. Pas de place à l'improvisation. Le pêcheur vit exclusivement au rythme des marées. La principale ressource d'Hédic est la pêche aux crustacés. Crabes, homards, langoustes et crevettes. Nous sommes sortis bien avant le lever du jour. Pendant des heures, le Sansten a roulé, tangué, en approchant des lieux de pêche, au large du phare des Cardinaux. Et dans la lumière irréelle du matin, commence le lever d'une centaine de casiers. Gestes précis, silencieux, méthodiques, répétés inlassablement au fil des heures. Autrefois, dès l'âge de 13 ans, les garçons affrontaient les difficultés de cette vocation. Autrefois, il n'y avait pas de sable dans le port. Il y avait à Hédic de grosses chaloupes qui permettaient d'aller jusqu'à Nantes vendre le poisson. En ce temps-là, il n'y avait pas de moteur, et les jours de calme plat, il fallait rentrer à l'aviron. C'était beau, Hédic, m'a-t-on conté avec nostalgie il y a 40 ans. Il y avait de grands champs de blé et un moulin à voile. La paille blonde s'envolait sur la mer. 7 femmes, que l'on appelait les fournières, pétrissaient toute la journée. Et les hommes, au retour de la pêche,
sentait la bonne odeur de pain chaud flotter sur la mer. Quand le soleil noie le ciel et la mer de rayons couleur espoir, quand le soir tombe sur la contrée, je ne pense qu'à toi, mon amour.